Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Salut Gauthier. Salut Stella. Ça va? Ouais, ça va. C'est super cool de parler avec toi. Eh ben oui, je suis content d'être là. Ok, donc dans ce podcast, comme j'aime bien parler d'entrepreneuriat parce que c'est une de mes passions, j'ai pensé à t'interviewer parce que je trouve que la façon dont on s'est rencontrés et ce qui nous a toujours reliés et animés ensemble, c'est quelque chose qui tourne autour de l'entrepreneuriat et surtout d'un entrepreneuriat atypique. Donc tu vas raconter un petit peu aux gens si tu es d'accord ce que tu fais pour qu'on sache un petit peu qui tu es, ce que tu fais et qui tu es. Eh bien, moi je suis professeur de didgeridoo. Donc j'ai en gros, à la base je suis joueur de didgeridoo. Donc le didgeridoo c'est un instrument des aborigènes d'Australie pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est un tube en bois dans lequel on fait vibrer ses lèvres et donc c'est un instrument par nature qui est déjà très très atypique. Qui souffre de pas mal de préjugés en gros, c'est très rattaché au mouvement Baba Cool. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Genre le didgeridoo, c'est ceux qui ont des dreads et qui sont là sur les pieds nus en sarouel. Voilà. Je n'ai absolument rien contre les hippies, tout ça, parce que je l'ai été, donc je connais tout à fait. Et voilà. Non mais, en tout cas, il souffre de beaucoup de préjugés, au niveau musical, d'une certaine mauvaise popularité, parce que la plupart du temps, les musiciens, ils trouvent que c'est un peu chiant, parce que ça n'a qu'une seule note, c'est un peu monotone et tout. Et donc, moi, je suis joueur et prof, et puis j'ai créé Wacademy dans laquelle je donne des cours en ligne et des stages. Mon but, c'est d'essayer d'élever un peu le niveau du didgeridoo et de montrer qu'avec du didgeridoo, on peut faire de la musique. On peut s'exprimer musicalement et que c'est un instrument de musique. Il n'y a pas à rougir de faire qu'une seule note ou d'avoir juste un tube en bois et qu'on peut être fier de jouer du didgeridoo et qu'on a des choses à partager avec le didgeridoo qui ne sont pas faites dans la musique actuelle. Donc c'est tout le travail que je monte avec Wacademy et toute la recherche que je fais, quoi. Ouais, j'adore parce qu'en fait, tu transformes un truc qui a priori a plein de préjugés. Enfin, moi, ça m'a fait un peu pareil avec le macramé parce que, c'est ringard le macramé les gens le rattachent à une période des années 70 hippie aussi, c'était d'ailleurs très drôle, où on faisait des suspensions et des machins, et quand je dis que je fais du macramé, si t'expliques pas un peu si tu vas pas un peu plus dans le détail, les gens ils trouvent ça un peu ringard, tu vois. Après, quand tu comprends que tu peux créer autre chose à partir de ça et que ça a un autre sens, tout de suite ça transforme les perceptions, quoi. Mais oui, et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté dans le didgeridoo? Enfin, elle vient d'où cette passion? C'est pas très compliqué. En fait, je me plaisais pas dans le système scolaire. J'étais plutôt malheureux à cette époque quand même. J'avais 18 ans et j'avais arrêté le lycée parce que mes parents m'avaient toujours dit à 18 ans, tu fais ce que tu veux tant que t'assumes. Et donc un matin, je me suis levé, puis je voulais pas aller au lycée. J'avais déjà pris mon appart, j'étais déjà indépendant, je livrais des pizzas le soir pour payer mon appart. Et je me dis, j'ai pas envie d'aller au lycée, ça me gonfle. J'avais redoublé ma seconde et ma première, j'étais un peu en mode galère. Bon score. J'étais globalement triste dans ma vie. Et puis je me suis dit, mais Gauthier, t'es pas obligé d'y aller, t'as 18 ans. Et là, ça faisait 2 mois que j'avais 18 ans. Cool, je vais plus au lycée. Je suis pas allé au lycée. J'ai téléphoné à mon père, à ma mère. J'ai dit, en fait, j'arrête le lycée. Et ils m'ont dit, très bien. Ok. Ils m'ont dit, tant que t'es heureux, ça va. Parce que c'était quand même une période où c'était quand même pas la joie. Et donc, j'ai arrêté le lycée. Et 1 mois après, il y a mon frère jumeau qui m'a ramené un album de Chaophonic Tribu, qui était un groupe qui tournait beaucoup à l'époque, début des années 2000, avec du didgeridoo. Et qui m'a dit, tu devrais écouter. Il y a du didgeridoo dedans, ça devrait te plaire. Il a eu un bon flair et j'ai écouté. Effectivement, le didgeridoo, ça a attiré complètement mon attention. Et puis, je sais pas, ça devait être 1 mois ou 2 après. Il y avait Noël, j'ai demandé un didgeridoo pour Noël et j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai eu la chance de tomber un peu dans un réseau. À cette époque, le didgeridoo, c'était quand même un peu à la mode.
dans tout le réseau un peu alternatif et tout. C'était quelles années, ça? Ça, c'était 2001. J'ai commencé Noël 2001. Ah oui, ok. Et donc, voilà, j'ai commencé le didgeridoo comme ça, mais dans un monde où il y avait... C'est ça qui m'a plu. En fait, avec le recul, je me rends compte... Une des choses qui m'a plu, c'est qu'il y avait tout à chercher, tout à élaborer. Il y avait rien qui existait, c'est ça. Du coup, moi, c'est ça qui m'a fasciné quand on s'est rencontrés. On s'est rencontrés donc à Pont-de-Barret, dans le village où je vis, 700 habitants. Toi, t'avais débarqué de Bourgogne, c'est ça? J'étais à Lyon avant, ouais. Enfin, en tout cas, t'étais plus en ville et tout, et t'as débarqué dans ce petit village, et t'étais là, mais c'est vraiment tout petit, il y avait vraiment pas grand monde et tout. Petit, ouais. Mais on a quand même connecté de ouf, et assez rapidement, parce que je me suis dit, mais attends, mais t'as un business en ligne de didgeridoo, j'ai un business en ligne de macramé, et tout de suite, on a trouvé des points communs, parce que c'est ultra atypique, et surtout que on avait des activités qui tournaient, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, comment t'as fait? Vas-y, raconte ton activité, surtout, enfin, au niveau de, parce que après la rencontre avec le didgeridoo, donc t'as appris et tout ça, et puis comment t'en es venu, déjà, parce que ça, c'est aussi un point commun qu'on a, à l'enseignement de cet art. Comment t'en es venu à l'enseignement, et qu'est-ce que t'as mis en place pour ça? C'est quoi la suite? Il y a eu tout un parcours, quand même, parce que j'ai lancé le blog, et puis, en fait, toute ma présence sur Internet, en gros, le partage d'idées, de pensées autour du didgeridoo. Ce qui m'avait marqué, ça c'était en 2016, début 2016. Donc tu vois, entre 2001 et 2016, il y a eu 15 ans. Mais ce qui m'avait marqué, c'était que dans le didgeridoo, il n'y avait pas de pensée. On pensait pas l'instrument. Vous disiez, ouais, c'est cool, je fais du didgeridoo. Mais en fait, il n'y avait pas de réflexion ou de se dire, mais attends, comment est-ce qu'on pourrait aborder le didgeridoo? Est-ce qu'on peut creuser un peu la question? Est-ce qu'on peut penser la pratique du didgeridoo? Et ça a été un des gros points de départ. Donc j'ai fait un blog, et puis avec ce blog, en fait, j'ai écrit des articles. Du coup, ça a ramené du monde sur mon blog, et puis après, j'ai pu lancer Wacademy, mon école, quoi, avec la communauté que j'ai pu construire autour de mon activité ou de cette envie de partage, quoi. Et du coup, c'est quoi Wacademy? Quand tu dis que c'est une école en ligne, c'est comment? C'est des cours en ligne? T'enseignes? Ouais, comment c'est ça. C'est en gros, ouais, t'as les formations en ligne que je fais, donc ça permet quand même d'apprendre le didgeridoo petit à petit chez soi, et puis de poser les bases et de creuser à son rythme les techniques du didge. Après, il y a les stages que je donne. Là, je reviens d'un stage à Beaumont-de-Pertuis vers Aix-en-Provence, où là, on se rencontre, il y a à peu près, il y a 10 joueurs et joueuses. Donc là, c'est un moment vraiment privilégié, 2 jours où, comme tu fais avec tes ateliers et tout ça, quoi. Là, moi, ça me permet de rencontrer les gens, et puis ça permet d'échanger sur le didgeridoo, ça permet d'avoir pour eux des retours très concrets, très rapidement, parce que je suis là avec eux. Et puis après, il y a un espace forum. En tout cas, j'ai essayé de créer un espace où les gens peuvent quand même communiquer, les membres et tout, pour que ça puisse dynamiser un peu et pouvoir échanger, parce qu'avec le didgeridoo, on est souvent seul dans son coin. Et voilà, là, un début après, c'est de former des profs, d'étendre un peu ça pour que je puisse déléguer un peu de ce boulot-là. Parce que j'enseigne depuis longtemps. J'ai très rapidement enseigné. J'ai commencé fin 2001, et peut-être vers 2003-2004, j'ai commencé déjà à enseigner un peu de manière comme ça, rapidement, auprès des potes, auprès des gens qui venaient à l'assaut. Donc ça fait un moment que j'enseigne. L'enseignement, ça m'a permis de comprendre. C'est ça qui est génial avec l'enseignement, c'est que les élèves, ils te disent merci de m'avoir aidé de trouver ça, tout ça, mais en fait, ils captent pas que eux, ils t'ont aidé à trouver plein de trucs. Mais c'est clair. Moi, c'est grâce à mes élèves que j'ai construit une pédagogie qui aujourd'hui est claire, tu vois, où il y a un cadre, où c'est logique, où ça va vite en fait dans l'enseignement. Moi, je me souviens d'ailleurs, on était sur les marches de là où tu vivais, là, tu sais, dans le village, Et il y a une soirée, je sais pas, je me souviens trop, on était dehors et tu nous apprenais à jouer, et en 10 minutes, un quart d'heure, on était peut-être 4-5, tout le monde savait faire le souffle continu, alors que c'est un truc qui, moi, je me souviens des potes qui jouaient du didgeridoo, c'était l'objectif, tu sais, premier, alors qu'en fait, finalement, aujourd'hui, ça fait partie d'une pratique qui est t'as rendu, j'ai l'impression, des trucs qui paraissent difficiles, faciles d'accès, tu vois, faciles dans ta pédagogie, dans ta manière d'expliquer. Il y a un truc où c'est hyper clair, et en fait, t'as un processus, un protocole qui fait que ah ouais, en fait, en 10 minutes, je peux apprendre un truc qui me paraissait insurmontable. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi que
que je fais des parallèles souvent avec mon activité parce qu'en fait, on a vraiment, j'ai l'impression, un truc similaire. Et c'est ça que j'ai réussi à faire, où les femmes, elles viennent en stage aussi et elles se disent, mais attends, j'ai réussi à faire ce bijou-là, j'ai compris tel point, j'ai compris tel truc, parce que tu démystifies un truc qui paraît compliqué et tu le rends accessible facilement. Et ça, comment t'as fait pour découper un peu l'apprentissage, tu vois, le rendre transmissible, le rendre... Bon, alors, il y a le fait d'être dans l'action, j'imagine, et du coup, avec tes stagiaires, comme tu disais, t'apprends et tu deviens de plus en plus précis. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, en fait, pour moi, la pédagogie, c'est de réussir à amener la personne, mais aussi soi-même, c'est une vraie pratique, à arriver à comment dire, à un exercice, par exemple, le plus simple possible qui va aller chercher juste l'apprentissage d'une compétence. Juste une compétence. Et que c'est comme des petites briques. Et qu'après, on les empile et on fait ce qu'on veut. Je trouve que, entre guillemets, de la mauvaise pédagogie, c'est quand on t'apprend, admettons que tu as des Lego, plutôt que de te donner une brique par brique et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est quand on t'apprend déjà avec un mur déjà tout préfait, avec une fenêtre et une porte. Alors, tu pourras poser toujours, construire des maisons avec un mur, une fenêtre et une porte, tu vois, mais ça sera tout préfabriqué. Que je trouve, à mon humble avis, mais que la pédagogie, c'est de t'apprendre à aller à une brique hyper simple et plus cette petite brique, plus cette petite brique, plus cette petite brique, et tu construis ce que tu veux. Et quand tu arrives à aller chercher vraiment la chose la plus simple, eh ben, en fait, c'est pas si compliqué. C'est que c'est un système complexe, c'est plein de petites choses simples qui font un système complexe. Mais si tu démontes le système complexe, c'est simple. Et c'est qu'après, il faut réussir à reconstruire. Chacun reconstruit comme il le sent, avec qui il est, avec son histoire et tout. C'est génial, c'est ça. C'est en fait découper la technique pour après, une fois que tu as compris. En fait, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Et quand tu me racontes, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Tu découpes des blocs de techniques et après, tu les assembles un peu comme tu veux. Et tu peux laisser aussi, une fois que tu as compris ça et que tu maîtrises ces différentes briques, comme tu dis, bah, tu peux laisser s'exprimer ta créativité. Tu peux jouer avec ça, en fait. Il y a vraiment un truc, ok, maintenant que j'ai compris ça, que je maîtrise ça, comment je vais créer par moi-même, m'amuser, jouer avec ces éléments-là pour en faire, toi, une musique, moi, un bijou, quoi. Enfin, Et dans le didgeridoo, il y a quand même quelque chose qui est particulier, c'est que c'est un instrument de musique où tu vois rien. Tout se joue, en fait, tu poses tes lèvres sur l'embouchure du didgeridoo, puis après, ça sort des sons un peu bizarres, tu vois, qui sont... c'est très difficile à capter. Quand tu connais pas, c'est très étrange comme instrument quand même. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'avais été en Inde, j'avais arrêté pendant 2 ans de didgeridoo. J'étais parti en Inde pendant 6 mois. J'avais pas joué didgeridoo, j'avais pas pris de didgeridoo pour le voyage, donc ça faisait des mois que j'avais pas écouté didgeridoo, pas parlé didgeridoo, rien. Et puis à un moment, j'ai écouté du didgeridoo. Et là, je me suis dit, ça faisait déjà 10 ans que je jouais. Et là, j'ai écouté, j'étais là, waouh, mais c'est vraiment bizarre comme son. Je me suis dit, waouh. Et là, j'ai réalisé que j'avais retrouvé une écoute du débutant. Il y a une méditation que j'aime bien, c'est Zazen, c'est la méditation zen japonaise, où l'enseignement, c'est de retrouver l'esprit du débutant. Parce que le débutant, il a tout à découvrir. Il est vierge de toute représentation. Et plus tu avances sur le chemin, plus tu deviens expert, plus tu as 1000 concepts. Tu vois, plus tu perds cet esprit de débutant, plus tu perds la fraîcheur de « Waouh, il y a tout à découvrir !» Parce qu'en fait, tu as déjà découvert des trucs. Tu t'es dit « Ah oui, ça c'est ça », tu as posé tes images sur des trucs et tu t'es enfermé sans le savoir dans tout un concept. Et retrouver l'esprit du débutant, c'est ça qui m'a permis de redéconstruire un peu plus encore cette approche-là. Et au didgeridoo, tout le travail, et c'est ça que j'adore avec le didgeridoo, c'est d'aller observer à l'intérieur, parce qu'on parle du didgeridoo, mais en fait c'est le corps qui est l'instrument, c'est d'aller observer à l'intérieur comment fonctionne le corps, mais très concrètement, quel mouvement de langue. Tu vois, par exemple, au didgeridoo, on peut faire des to, ti, to, water. Quel mouvement de langue fait ça, par exemple? Et de conscientiser ça. Et en fait, quand on conscientise, on se rend compte qu'on connaît les mouvements, mais juste on n'a jamais conscientisé. On ne s'est jamais dit, quand je dis un to dans la vie de tous les jours, tu vois, ma langue vient taper sur les dents, elle se retire et ça dit to. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. Dans la vie de tous les jours, ça n'est pas utile. Mais dans le didgeridoo, dans la pratique, c'est ça tout le temps. Et là, c'est un mouvement hyper simple, mais en fait, c'est ça tout le temps. Et c'est ça qui est... Ouais, je trouve ça assez magique. C'est ouf. Et tu parlais de méditation et tout ça, c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta vie. Enfin, comment? Parce que
Enfin, moi, je sais que, par exemple, même sur ce podcast-là et tout, et c'est un sujet dans ma vie, le développement personnel, la connaissance de soi, l'humain et tout ça. Comment, toi, dans ton business, je change de sujet, mais on s'en fout, c'est un peu décousu tout le temps chez moi, mais c'est comme ça. C'est bien, c'est bien. Comment tu vis cette approche à ton intériorité, à ton développement personnel, à la spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose qui a de la place dans ton business ou pas, toi? Oui, c'est une sacrée question. Je suis assez pudique par rapport à ça, parce que je classe la spiritualité, pour moi, c'est notre capacité qu'on a chacun et chacune à donner du sens aux choses qu'on fait, à la vie, à notre vie, à toutes et à tous. Et donc, c'est un sujet hyper intime. C'est aussi hyper galvaudé, quoi, tu vois, toute l'approche spirituelle, ou en tout cas, on a tous nos représentations de ce que ça peut être et tout. C'est clair. Et du coup, dans Didgeridoo, il y a aussi... je trouve qu'on confond spiritualité, ésotérisme, occultisme, tous ces trucs-là. Oui, puis après, il y a des gens qui sont total perchés aussi dans des trucs... Ouais, voilà, c'est ça, il y a des trucs qui m'intéressent moins. Et donc, je veux pas tomber... Sachant que Didgeridoo, il flirte un peu avec tout ça, j'ai pas non plus envie de dire vous allez découvrir votre être intérieur en jouant du Didgeridoo. Et à la fois, force est de constater que quand même, je trouve que de jouer du Didgeridoo, ça tourne l'observation à l'intérieur, ce qui est la pratique de la méditation. Mais toi, du coup, toi, dans ton expérience autant, c'est pas forcément le message que tu portes dans ton entreprise, mais toi, toi, comment tu, à titre perso, alors du coup, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, quoi? Ah bah oui, complètement. Complètement, et je pense que même si je suis pudique avec mon entreprise par rapport à ça, je pense que les gens le ressentent, quoi. J'ai déjà eu des retours par rapport à ça que ça se ressent, mais en fait, tu sais, voilà, je vais citer vraiment des grands du classique, cité hors contexte, tu vois, mais Gandhi qui disait l'exemple n'est pas le seul, le meilleur moyen de changer le monde, c'est le seul. Et du coup, je pense souvent à ça. Je me dis en fait, j'ai juste à être moi-même. Puis si je suis moi-même, c'est-à-dire, je crois que je suis quand même un gars sympa, agréable. Tu vois, j'ai mes défauts bien sûr, tu vois, mais j'ai un peu de joie de vivre quand même. Je suis content de vivre et puis j'aime bien rire et tout ça. Et je me dis en fait, par exemple en stage, j'ai l'impression que j'ai juste à être moi-même et que ça suffit pour, je crois, faire passer ce que j'ai envie de faire passer, c'est-à-dire de s'accepter au maximum comme on est, avec nos besoins qui sont parfois pas trop comblés, ou des fois on n'est pas au top, et puis des fois on est mieux, puis des fois on est stressé, puis des fois... La vie, quoi. La vie, et puis on est comme on est, et puis... Si le didgeridoo, si la pratique, et si ce que moi j'apporte en étant moi-même, ça peut aider certaines personnes à se dire « Ah ouais, moi aussi, en fait... je suis comme ça, puis je suis bien comme ça, puis s'accepter un peu plus. » Alors, je trouve que ça serait déjà je crois que je serais content de participer un peu au monde, un peu comme ça, déjà. Je crois. Ouais, c'est je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond grave à ma question. Moi, en tout cas, c'est quelque chose aussi que... Enfin, je sais, et je te posais cette question-là parce que je sais que nous, en tant qu'amis, on partage aussi beaucoup de ces sujets-là, que c'est des choses qui sont importantes pour nous, en fait, de se connaître, en fait, de savoir comment on fonctionne, d'être dans cette introspection-là, de se dire, ok, quand je réagis, enfin, juste d'avoir cette curiosité on est des humains, on a un potentiel aussi, et on peut créer plein de choses différentes, et on peut s'observer, on peut se comprendre pour s'améliorer, ou pour juste lâcher la grappe aussi à certains moments. Ouais. Mais en tout cas, je sais que c'est des sujets qui nous passionnent tous les deux quand on en parle, on est animés et tout ça. Et moi, je me demande toujours je fais toujours les parallèles avec justement son entreprise, parce que je trouve que quand on a une entreprise comme la nôtre, en tout cas, c'est forcément corrélé, en tout cas, qui on est et le message qu'on donne avec, qu'est-ce qu'on incarne dans notre quotidien aussi. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est des sujets qui sont intéressants. Mais vas-y. Oui, excuse, je te coupe, mais c'est des choses où, pour le coup, toi, comme tu développes, j'ai l'impression que tu as moins de...
tu te lâches plus, tu vois, quoi, t'es moins gêné par rapport à ça, quoi. Je trouve super, hein, comme tu développes. Ouais, mais c'est cool ça. aussi d'être pudique, Et tu vois. Moi, je trouve ça hyper authentique et hyper beau de dire, bah, en fait, ça, c'est aussi une partie de ma vie qui reste plus. Et il y a plein de gens qui disent aussi, moi, c'est vrai que j'ai choisi dans mon entreprise d'être totalement transparente par rapport à qui je suis, tout ça. Et j'ai l'impression que, du coup, ça me permet aussi d'attirer des personnes qui sont, et puis c'est un message aussi qui a été finalement assez cohérent de connecter à sa créativité, de connecter à qui l'on est à travers cette pratique du macramé. Mais voilà, et comme je sais que toi, t'es aussi, voilà, que t'as eu des chemins initiatiques, entre guillemets, dans différentes voies et tout ça, je trouvais ça intéressant, voilà, de comprendre si ça avait un impact dans ton entreprise ou pas forcément. Et voilà, c'était... Moi, je me dis, en fait, je parle de stage parce que c'est le moment où je rencontre les élèves, quoi. Après, en ligne, où je fais bien sûr des contacts beaucoup par mail, par message et tout. Mais quand je sors d'un stage comme ce week-end, où en plus c'était dans un cadre magnifique, c'est une élève, Michel, qui nous reçoit chez elle, elle a un gîte, c'est au milieu de la nature, c'est hyper beau, c'était vraiment génial. Quand les élèves repartent avec les yeux qui pétillent et que tu vois sur leur visage qu'ils sont bien, quoi, qu'ils sont vraiment contents et qu'ils ont été nourris du stage, je me dis bon bah c'est gagné, quoi. Je crois que c'est gagné. Je suis content quand ça fait ça et que j'ai pas eu trop à parler et que juste j'ai montré des exercices de didgeridoo et que juste en faisant ça, ça repart avec les yeux qui pétillent. Et tu vois, où je me dis, cool, ils ramènent un petit peu de, je sais pas, de joie, de paix, de quoi tu vois chez eux. Et puis un apprentissage aussi, parce que je sais que toi, surtout dans comment tu le transmets, toi, je sais que tu as une haute exigence envers toi-même par rapport à ce que tu fais. Tout est... Enfin, contrairement à moi, ça, pour le coup, c'est un truc qui est différent chez toi et moi. C'est que moi, j'ai tendance à faire un peu des trucs à l'arrache, lancer. Toi, t'es hyper pro dans ce que tu fais. T'envoies des trucs qui sont calés au détail près, t'es exigeant tout est beau, tout est bien fait, tout est bien pensé, etc. Donc je pense que, j'imagine en tout cas que quelqu'un qui vient en stage chez toi, il repart avec le maximum de ce qu'il pouvait apprendre parce que t'as une méthode, une pédagogie, des fiches techniques, tu leur apprends. Je sais que quand on en avait parlé, c'est vraiment au sein de ton groupe, et ça c'est un truc qu'on a en commun pour le coup, c'est de l'individuel au sein du groupe. C'est-à-dire que chacun, il va venir grandir, évoluer, apprendre ce sur quoi il a besoin de grandir et d'évoluer justement, et c'est du sur-mesure, quoi, parce que tu as des fiches très précises de comment ils peuvent... Donc c'est ça, j'imagine que quand tu ressors d'un stage avec toi, en plus effectivement il y a qui tu es et ce que tu incarnes, mais il y a aussi toute l'exigence que tu apportes dans tes stages, ils repartent avec du coup des connaissances énormes, quoi. Oui, parce que le didgeridoo, je trouve que c'est vraiment un bon reflet de la vie parce qu'il y a plein de choses... au didgeridoo, là je rentre un peu dans la technique, mais tu as différents styles de souffle continu. Tu n'as pas juste un souffle continu, tu as au moins 7 grands souffles continus. Donc c'est la manière dont tu pousses l'air et tout ça. Tu te dis, moi qui n'y connais rien, je me dis, il y a le souffle continu, tu es là, tu souffles et puis tu inspires en même temps. Mais je n'imaginais pas qu'il y avait plusieurs manières de pousser l'air avec les joues, la langue et tout ça. Et ce qui fait que chaque souffle continu, quand on apprend le souffle continu, il y a un souffle continu qui vient. Je sais pas pourquoi. Telle personne va développer tel souffle continu, l'autre tel souffle continu. Telle personne, de par son histoire, de par son corps, de par le didgeridoo qu'elle joue, de par sur le fait qu'elle soit stressée ou pas, détendue, je sais pas quoi, elle va développer tel ou tel son. Et c'est très individuel en fait. Il y a des grandes familles comme ça. Et si j'appliquais la même chose pour tout le monde, ça serait complètement incohérent. Mais c'est un peu comme dans la vie. Je veux dire, on a tous notre chemin de vie, on a tous notre histoire. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'individualiser la pratique. Et c'est vrai que je suis hyper exigeant et que j'essaie quand même... c'est très concret, quoi. C'est vraiment très, très concret. Puis ils repartent avec leur petit PDF, avec les exercices, chacun qu'ils ont vu. Ils ont tous, toutes et tous, un PDF différent, tu vois, avec les exos. Mais ça, c'est énorme d'arriver à faire ça, je trouve, en tout cas. Parce que, moi, en tout cas, dans mon milieu, c'est ce que je fais aussi dans mes stages. Mais tu vois, maintenant, je prends des assistantes de stage qui seront aussi des partenaires et des profs
qui vont donner leur propre stage après. Mais du coup, ça me permet d'avoir un plus gros nombre de stagiaires pendant mes stages. Mais je sais qu'il y a des personnes qui enseignent et la plupart du temps, quand on enseigne quelque chose, tu viens à un cours de tel truc, tout le monde de poterie, par exemple, tout le monde va faire le même bol. Ou alors tu viens à un cours de machin, tout le monde va faire le même modèle. Ou alors tu viens à un cours de didgeridoo, on va tous apprendre ce truc-là. Et d'arriver à faire du sur-mesure au sein d'un groupe, je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma pédagogie et j'adore ça, mais c'est pas forcément le truc le plus facile Ouais, ça demande un peu plus de boulot. Ça demande plus de boulot, ça demande plus enfin, moi, en tout cas, il y a aussi de l'intuition de me dire, OK, comment... Enfin, je trouve que j'apprends tellement avec mes élèves, quand j'enseigne, à être de plus en plus précise, de plus en plus juste dans comment je vais les accompagner. Et tu regardes, il y a 4-5 ans et mes stages aujourd'hui, j'en parlais, j'étais en stage la semaine dernière et ça n'a plus rien à voir. Et je suis beaucoup plus précise, mon cadre est beaucoup plus clair, quoi. Ouais. Et toi, t'en fais beaucoup. T'en fais combien des stages par an, toi ? Là, cette année, j'ai diminué parce que je suis jeune papa, comme tu sais. Mais oui, mes félicitations. Merci beaucoup. Pour cette beauté. C'est une petite fille. C'est une magnifique petite fille. Et donc là, cette année, par exemple, j'en ai donné 8 ou 9, quelque chose comme ça. Avant, j'étais plus déjà. À 12-15. Et je suis de mieux en mieux chez moi. Et du coup, le fait de bouger, ça me coûte de plus en plus, quoi. Mais j'ai vu là sur les réseaux la semaine dernière que t'as un collègue prof qui donne des stages dans le cadre de ton entreprise à toi. Donc, c'est un partenariat, j'imagine, que vous avez, donc qui te permet de continuer à offrir une offre justement à tes clients, mais sans que ce soit spécialement toi qui te déplaces. Oui, voilà, c'est nouveau, ça, du coup. Ouais, c'est juste cette année, on a essayé ça. En fait, j'étais curieux de voir si les élèves étaient juste intéressés pour venir à mes stages parce qu'ils voulaient voir Gauthier qu'enseigne ou je sais pas quoi, ou s'ils étaient ouverts à d'autres profs. Et pour le moment, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils sont contents de voir Othello et ils jouent le jeu, quoi. Ils tentent d'aller apprendre avec Othello. Othello, il se base aussi sur ma pédagogie, mais il a aussi sa propre approche. Du coup, c'est ça qui fait que c'est bien, ça complète tout en gardant le même langage, la même compréhension de jeu. Trop bien. Et ouais, ça me plaît. D'ailleurs, ce week-end-là, lui, il était ailleurs en France, en Dordogne, pour donner un autre stage, quoi. Non, mais trop bien. Et ouais, je trouve ça super de me dire que moi, j'ai enseigné didgeridoo à 10 personnes et puis lui, à un autre groupe en Dordogne. Ouais. Et je trouve ça génial. Ouais, puis c'est... Moi, ça me pesait quand même beaucoup d'être tout seul. C'est le truc de l'entrepreneuriat quand tu te lances. Et puis moi, j'ai pas grandi comme ton entreprise, tout ça. Moi, je suis vraiment resté... j'ai un peu de mal à déléguer. Mais ça, c'est le côté hyper exigeant. Oui, j'ai le petit côté psychorigide. Mais parce qu'il faut que ce soit parfait. Et ce que je comprends trop. Moi, des fois, j'ai fait des erreurs en déléguant aussi. Mais bon, après, de toute façon... Bah oui, ça s'apprend, tout ça. Ça s'apprend, ouais, c'est ça. Mais là, avec Othello, je vois que... Je peux lui faire confiance et puis que ça se passe bien. Les gens repartent vraiment contents aussi de ces stages. Et du coup, c'est vrai que ça serait une direction que j'aimerais prendre, quoi. Et c'est génial, ça. Et j'ai aussi ma petite âme d'écolo avec le bilan carbone. Je me dis, j'aimerais bien me déplacer un peu moins et faire des stages, je sais pas, dans un rayon de 4-5 heures de route autour de chez moi. Othello, il est plutôt vers Poitiers, l'ouest. Donc il pourrait se déplacer dans sa zone et puis former après d'autres gens pour le sud. Et puis... c'est un peu le même système qu'on a fait avec notre contrat de partenariat, là, tu sais. Ça y est, en fait, on l'a lancé là au mois de juin. Et donc, du coup, en gros, j'ai des nanas qui rejoignent, on signe un contrat de partenariat avec ces meufs qui deviennent des partenaires Soliluna et qui vont donner des stages et des cours Soliluna dans leur région. Alors nous, c'est un système où elles sont indépendantes et puis après il y a tout plein de clauses. Nous on fait la com, elles ont un kit de démarrage avec tout. On a fait une formation pour la pédagogie pour que ce soit à peu près raccord, même si chacune aura son identité et quelque chose de différent à apporter, parce qu'on est toutes différentes, c'est ça la richesse. Mais quand même les clientes, elles savent qu'elles vont retrouver justement cette pédagogie sur mesure et des valeurs de base aussi, tu vois, qui feront qu'elles elles se retrouveront bien chez Soliluna aussi. Et ça, je trouve ça génial parce que justement, ça permet de diffuser encore plus. Et moi, ça fait un moment que je me dépasse plus de la Drôme. Du coup, il y a des meufs qui viennent de loin et je trouvais ça trop chouette de pouvoir offrir ces services-là. Et ce qui se vit dans les stages, c'est tellement fort et puissant que je voulais le rendre accessible partout, quoi. En francophonie. Donc là, on a des Belges, on a plusieurs partenaires qui ont commencé à signer. Et en fait, et c'est ça que je kiffe aussi, pour revenir à ce que tu disais, c'est le fait de plus être
même si je suis plus seule moi parce que j'ai des salariés, mais ce truc de créer un réseau comme une toile d'araignée où on est ensemble, et même les filles, ça les rassure de ouf, parce que là, elles sont venues faire assistante de stage la semaine dernière sur un de mes stages. Il y en avait 3 des partenaires, enfin même 4. Et en fait, les liens qu'on tisse ensemble, la vision qu'on porte ensemble, ça se décuple en fait quand on est nombreuses. Et les difficultés qu'on va rencontrer sur un stage avec une stagiaire qui aura on va pouvoir les partager, on va pouvoir les échanger, se soutenir. Et c'est vrai que ça, c'est la puissance du groupe et du collectif. Bah oui. Et quand on est entrepreneur, moi j'ai aussi beaucoup souffert à mes débuts d'être seule en fait. Ouais, c'est un peu dur ça, d'être seule. T'es seule avec... Qu'en plus, au début, t'as un peu j'allais dire la rage de vie, mais t'en veux, quoi. Tu sais, t'as envie d'y aller, t'as envie de réussir, t'as des énormes envies de faire passer ton message et puis de construire ton truc et tout, mais t'as aussi toutes les peurs qui vont avec. Alors ça fait quoi. En tout cas, moi, perso, ça faisait beaucoup de haut-bas en disant, oh purée, mais, je galère, tout ça. Puis après, mais non, mais c'est super. Et du coup, je trouve que le fait d'être... Alors, j'ai pas un groupe comme toi aussi nombreux, mais rien que de partager avec Othello, par exemple, je trouve que c'est vrai que ça porte, ça fait du bien, quoi. Tu peux déléguer, ça continue en tout cas à offrir des propositions aux clients, c'est trop bien. Et toi, en termes de... Ça me fait penser à ça, mais... Parce que je suis d'accord avec toi, au début, on est plein d'entrain, on est plein de folie et tout ça, puis on serait prêt à bosser jour et nuit pour son entreprise. Au bout d'un moment, ça se calme, parce qu'on prend des petites claques dans la gueule en mode en fait, je vais pas me cramer, parce que ça va pas être comme ça pendant 30 ans, tu vois. Mais du coup, toi, comment tu vis ce rapport au travail et le fait d'avoir ce paradoxe entre faut que j'ai plein d'idées à mettre en place, donc je pourrais bosser constamment et j'aurais toujours de quoi faire, et je trouve un équilibre aussi avec ma vie de famille maintenant que t'es papa, ta vie de couple avec ta femme, et puis tes amis, ta vie en dehors tu vois, de l'académie. Comment tu gères ça et combien d'heures par semaine tu bosses aujourd'hui? Waouh, alors aujourd'hui... La question qui tue. Ouais, c'est ça. Alors là, on est sur de la grosse question. Combien d'heures je bosse? Peu, en fait, parce que là, je travaille dans la maison, je retape toute une pièce où je vais faire mon bureau, studio, tout ça. Ce sera une chambre d'amis, mais c'est vraiment un espace où je vais pouvoir travailler, recommencer à tourner des vidéos pour YouTube et mes formations et tout, parce que là, j'ai mis complètement en pause l'arrivée de ma fille il y a 9 mois. Donc là, c'est pas du tout représentatif. Je fais quelques heures dans la semaine, je réponds à mes mails. Et surtout, je peux pas créer autant que je veux. J'ai des idées, développer une application pour apprendre le didgeridoo, j'ai des idées de formation, je veux apprendre à former d'autres profs, j'ai 1000 idées et là je ne peux pas les réaliser. La frustration ultime. Mais il suffit que ma fille me regarde en souriant et je suis là, allez, c'est pas grave. Et en fait, c'est des phases. Oui, c'est des phases, et donc j'ai quand même une petite tendance à beaucoup travailler et à pas décrocher du travail. Donc petite pensée pour Sophia qui m'accompagne au quotidien et qui se prend dans la tête dès le matin mes idées. À 7h du matin, en fait, j'ai une nouvelle idée pour mon application et les joueurs ils vont pouvoir faire ça. Donc on va dire d'ailleurs, je vais te piquer tes idées, comme d'habitude. Mais oui, tu sais, déconne, voilà. En fait, si la réussite de Seule Luna est en grande partie due aux bonnes idées de Gauthier que j'ai. Ouais, mais ça, je suis surpris à chaque fois que tu dis ça, parce que franchement, comme tu cartonnes. Mais je me rappelle le site internet, petite parenthèse, mais je refaisais mon site et t'étais venu, et en une demi-heure, tu m'avais filé, j'avais copié toute ta page à propos et tes machins. J'avais trouvé ça génial, et du coup, chaque fois que t'as des idées, je sais pas, tu m'inspires beaucoup sur ta façon de faire et tout. Donc, c'est gentil, l'application, on va faire une application de macramé quand tu auras créé la tienne. J'aurais plus qu'à... Tu t'inspires des idées puis tu les réalises mieux que moi. C'est super. J'adore. Non, mais en tout cas, c'est vrai que l'équilibre... quand j'étais tout seul ou en tout cas, quand j'avais pas cette vie-là, c'était plus difficile pour moi de mettre des restrictions. Je pouvais travailler le soir, ça débordait un peu beaucoup quand même. Je me laissais peu de temps pour vivre ma vie, simplement. Et puis, j'ai construit aussi tout un modèle où mon travail, je voulais pas être enfermé. Donc, je voulais pas être enfermé dans des revenus et gagner absolument, un chiffre d'affaires minimum et puis rentrer des sous, donc avoir cette pression-là. Je voulais pas avoir une pression de rendez-vous dans la journée, je voulais être libre de mes journées, je voulais pas avoir de contraintes, je voulais habiter là où je voulais habiter, c'est pour ça que je suis venu habiter dans la Drôme aussi, et que j'ai bougé beaucoup pendant 10 ans
Je voulais être, entre guillemets, ce qu'on appelle libre. Je voulais pas spécialement d'enfants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je croyais être la liberté, et ce qui pour beaucoup de gens était la liberté. C'est-à-dire que quand je promenais mon chien à 9h30, 10h, comme ça au soleil dans la Drôme, quoi, voilà, je me baladais, et que mon frère m'appelait, qu'il était kiné, et que je lui dis, oh, bah là, on est lundi matin, je promène mon chien. Et puis t'es là, bah, t'as de la chance, quoi. Tu vois, je veux dire, lui, il avait ses enfants, puis son boulot et tout. Et donc, cette liberté pouvait envier. Et en fait, moi, je me rendais compte que cette liberté, c'est une vie sans contrainte. C'était j'étais malheureux. Quoi, c'est chiant, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai eu aussi cette illusion. Ça me rendait pas heureux, quoi. Et donc, et maintenant, j'ai beaucoup plus de contraintes. J'ai beaucoup plus de contraintes. Et à la fois, j'ai jamais été aussi bien que maintenant. Et je me dis, oui, en ce moment, je travaille quelques heures. J'ai pas du tout le temps pour faire ce que je voudrais faire. J'essaie de me rassurer sur le fait que je gagne quand même assez d'argent pour vivre. Et puis oui, quand même, avec ma fille, ça change quand même 2-3 choses. Le rapport à l'argent, à la sécurité, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même, faut pas que je déconne. Faut quand même que je rentre un peu de sous pour, même, c'est des trucs tout bêtes, mais là, je viens d'avoir 40 ans cette année. Je me dis, ouais, faut quand même les trucs classiques que tout le monde pense, c'est-à-dire il faut que je pense un peu à l'avenir, à la retraite, entre guillemets, entre mille guillemets, mais au moins je commence à me poser des questions que je me posais pas avant. Et mais donc, pour autant, j'ai pas l'impression, en tout cas dans ton discours, que tu te mettes enfin, c'est des choses que tu... auxquelles tu penses, mais que finalement, en fait, t'as l'air assez serein dans le fait que c'est une phase, là, comme tu disais tout à l'heure, il te suffit de regarder le sourire de ta fille et ça te ramène aussi à la vraie vie, ici, maintenant. Puis en fait, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui et l'énergie que tu mets dans d'autres choses, c'est aussi pour servir ça plus tard. Parce que quand tu es en train de faire tes travaux tout ça, ça veut dire qu'en fait, toutes tes idées et tout ce qui est en train de se construire dans l'invisible, là, c'est peut-être pas du concret, mais en fait, à chaque fois qu'on rediscute, toi et moi, j'ai l'impression que tes idées et ce que tu vas mettre en place pour ce qui arrive, c'est de plus en plus précis, de plus en plus clair. Donc, le moment où tu vas avoir l'espace, en fait, pour créer ça, pour refaire du contenu sur YouTube ou pour créer ton appli ou faire tes nouveaux projets, finalement, quand tu seras confortable, en fait, le temps, enfin, ta fille sera plus grande, rythmée aussi plus par des nounous fixes. Enfin, il y a plein de choses qui font que... Et t'as l'air détendu avec le fait de capter que, c'est des phases aussi et enfin, moi, je sais que je pense que je serais hyper frustrée à ta place et en même temps, je trouve ça hyper classe ta façon de vivre la... Non, c'est vrai. Je prends compliment. Non, vraiment. Ouais, après, je dis pas que des fois, au quotidien, j'ai des coups de flip à être là, je travaille pas assez, ça craint, j'ai juste le temps de répondre aux mails. Mais c'est vrai que globalement, je me dis, c'est ma grand-mère qui disait ça, j'en parle de temps en temps, ça, mais elle me disait, fais confiance à ta bonne étoile, tout ça, c'est quoi? Alors qu'elle a eu une vie quand même un peu difficile, quand même, ma grand-mère. Mais à la fin de sa vie, elle me disait, fais confiance à ta bonne étoile, ça ira. Et en fait, je me dis, ouais, c'est vrai, ça va, en fait. Ça va, et puis... Quand j'ai des coups de flip, je me dis, mais non, mais ça va. Quoi, ça va. Tant que j'ai... Moi, c'est la sécurité financière qui me taraude un peu. Je me dis, mais en fait, tant que j'ai des sous pour vivre pour le moment, en tout cas, actuellement, je rentre assez d'argent pour subvenir à mes besoins, aux besoins d'Iris, de ma fille, et puis du projet qu'on a avec Sophia, de la maison et tout. Donc, je me dis, oui, c'est la vie. Puis après, quoi... Tu vois, on vit... on court quand même beaucoup en tant qu'entrepreneur. En tout cas, ces phases-là, elles sont, je trouve... C'est pour ça que je trouve ça classe. Elles sont parfois difficiles à accepter. Et toi, le fait que tu dises, en fait, c'est juste une pause et je rentre pas... Bien sûr, t'as des petits coups de flip qui viennent des fois, mais t'es pas dans une peur constante à te dire merde, machin, il faut... Parce qu'en fait, c'est ça le piège de l'entrepreneuriat, je trouve, c'est après de rentrer dans un truc où il faut tout le temps et tu cours après le temps pour créer des choses nouvelles, pour machin, et tu oublies en fait le plaisir aussi. Et puis, enfin, je veux dire, il y a aussi des moments, j'ai l'impression, où il faut savoir savourer ce qu'on a et récolter ce qu'on a créé. Et toi, tu as bossé comme un malade les années d'avant pour créer un truc qui est solide et qui marche. Et là, tu peux aussi juste t'asseoir dessus quelques temps pour te dire, je récolte les fruits aussi de ce que j'ai créé. Je savoure ça et j'ai pas besoin de me... Enfin, il y a vraiment des cycles dans la vie qui sont aussi importants d'honorer. Et je trouve que l'entrepreneuriat permet pas d'honorer ces cycles-là, qu'il faut toujours qu'on soit à fond les ballons tout le temps. Et c'est des fois, j'ai envie de dire, mais respectons les cycles. Moi, depuis que je fais un 35 heures par semaine, enfin même, j'ai jamais trop bossé comparé à d'autres entrepreneurs, mais je me rends compte à quel point c'est rare
Et que la plupart des gens bossent week-end, jour et nuit. Et en fait, tu fais ça, mais tu te crames. Dans 1 an, dans 2 ans, il n'y a plus personne, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et, alors, je peux pas parler pour les autres, mais pour moi, il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans cette espèce de frénésie de l'action, et tu vois, de monter les projets, de tout ça, et de pas m'arrêter. Il y avait plein de choses. Alors, il y a la sécurité financière, se dire, bon, je suis à mon compte, si je rentre pas de sous, il n'y a pas de sous qui rentrent, quoi. Tu vois, faut pas déconner non plus. Quand je vois Sophia, elle est employée, donc elle a des sous qui tombent tous les mois. Et des fois, je me dis, waouh, mais comme ça doit être confortable. Hein. C'est clair. T'as pas à te soucier. Et puis après, elle fait ses horaires de bureau et tout. Je me dis, ah non, ça doit être inconfortable. Donc en fait, bon. Mais dans les 2 cas, ouais, t'as des avantages. Mais bon, alors ça, c'est sécurité financière. Bon, voilà, on a tous besoin d'argent pour vivre dans cette société. C'est important. Et à la fois, ce que je vois de plus en plus avec le temps, c'est le besoin de reconnaissance aussi. Et de sentir que, ce qu'on disait un peu avant, que je vais parler pour moi, mais que je participe un peu au monde, à ce que je crois être important pour que le monde soit entre guillemets meilleur. Je mets plein de guillemets parce que c'est pareil, c'est hyper galvaudé, c'est une manière de penser, mais de se dire, bah ouais, j'apporte un peu ce que j'ai apporté, et surtout, je vois la reconnaissance de mes élèves et des gens qui me suivent. Et ça, je le dis toujours en stage, je remercie pour les gens qui viennent en stage et les élèves. Vraiment, je les remercie du fond du cœur, quoi. Ça me fait toujours des frissons quand je le dis. Ça se voit, là. Ouais, parce que je trouve ça hyper beau. Pendant longtemps, j'ai couru après cette reconnaissance. Pendant longtemps, j'ai eu peur de ne pas l'avoir. Et puis du coup, ça crée un peu de ressentiment parce que tu vois d'autres qui font des choses. Et puis tu dis, mais merde, mais moi, je ne l'ai pas, quoi. Tu as l'impression de passer à côté de quelque chose. Et plus j'avance, parce que plus j'enseigne, plus avec Wacademy ça tourne, plus je reçois des mails, des messages, tout ça, plus ça me touche et ça m'encourage. Et plus ça m'apaise aussi. Je me dis, ouais, en fait, j'en reviens un peu à ce que je disais, c'est que ça suffit d'être soi-même, avec l'exigence, tu vois, tout ça, ce dont on parlait aussi, mais je trouve ça hyper beau, et même au niveau musical, tu vois, parce que c'est une autre partie de mon travail, c'est que là, je développe la musique et tout. J'ai sorti mon album. Oui, d'ailleurs, tu as fait un album magnifique. Je le kiffe. Merci tellement. Stella. Non, mais allez vraiment. écouter mon album, L'Envol. Ouais, gros coup de pub. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Moi, le didgeridoo, comme on le disait au tout début du podcast, mais c'était vraiment, je l'associais exactement ce que tu as décrit, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai chopé ton album, et dans la voiture, mais genre, tous au taquet, quoi. Les enfants, Thibaut, on a tous trop kiffé. Waira a adoré aussi, et ça m'a pas réconcilié avec le didgeridoo, parce que je savais que à partir du moment où je t'ai rencontré, je savais qu'il y avait autre chose que ce que j'en percevais. Mais là, vraiment, j'ai pris du plaisir à écouter. J'ai trouvé ça hyper innovant, hyper agréable, hyper beau en fait, et ça m'a pris au trip, donc vraiment allez écouter. Ça me fait plaisir. Et en plus il a fait un clip à Pont-de-Barret, alors franchement j'adore. C'est ça, on te voit même dans le clip. Putain. mais oui, mais du coup cet album, donc c'est chouette, j'ai des chouettes retours, et j'ai commencé à approcher ce que je voulais faire avec le didgeridoo, avec mon approche de la musique et tout. Et c'est ça que je trouve assez génial dans le chemin de vie, c'est que, encore une fois, je parle de mon parcours, mais je pense qu'il y a certaines personnes, ça peut résonner quand même. C'est que tu as 20 ans, 25 ans, tu as tout un peu tes rêves, tes envies, tu mélanges un peu tout entre comment réaliser tes rêves, entre guillemets, en tout cas ce à quoi tu aspires. Alors moi, je voulais être le meilleur, des choses comme ça, en fait. Avec le recul, je me dis juste, je savais pas encore vraiment qui j'étais, je me connaissais pas encore vraiment. Alors je traduisais ça en disant je veux être le meilleur. Mais en vrai, c'est simplement que j'avais envie d'aller découvrir ce que c'était que le didgeridoo, d'en faire de la musique qui me plaisait et de la partager. Et le fait d'avancer petit à petit sur le chemin et d'accomplir ça, eh ben, je m'en fous de plus en plus d'être le meilleur tu vois, vraiment, je m'en fous. Et je trouve que c'est hyper beau de voir que ce que tu accomplis, ça t'éloigne de... c'est des trucs classiques, mais ça te donne plus confiance, et puis tu sais un peu plus qui t'es, puis du coup tu as moins de recherche de reconnaissance. Ouais.
du coup, t'es moins aussi dans la peur, t'es un peu moins justement stressé par des trucs. Parce que toi, t'as déjà eu peur d'être deuxième un peu, que quelqu'un te passe devant et fasse parce que t'es number one quand même dans ton domaine. Non, mais pas... bien sûr. Non, ouais. N'écoutez pas Stella. non, en plus, sérieusement, on est parce que là, on parle de moi et de mon parcours, mais le didgeridoo, c'est quand même un maillage. Évidemment, ça se fait pas tout seul. Il y a vraiment une grosse dynamique entre d'autres joueurs de didgeridoo, des fabricants, des festivals, internet, Calier, tout ça. Et donc il y a quand même une grosse dynamique. Alors bien sûr je suis actif et bien sûr j'ai fait quand même je fais ma part là-dedans. Mais après voilà toutes ces questions là. Oui quand j'ai commencé, oui je voulais être le meilleur. Mais c'est un truc qui te tire aussi. Je pense qu'à un moment donné, c'est trop bien parce que ça permet, comme tu disais, quand tu as des buts comme ça, ça te permet en fait de te dépasser, de mettre en place des choses, d'être vraiment dans l'action. Et après, ben voilà, quand tu gagnes confiance, finalement, tu te reposes des questions, tu te dis, ben, le sens, c'est pas vraiment ça, finalement, ça, je m'en fous. Oui. Non mais ça c'est vrai que c'est rigolo parce qu'en fait ça, moi je le traduirais en la rage de vivre. Quand tu vois quand t'as 20 ans t'es là je vais y arriver, je vais vous montrer au monde entier que je suis meilleur. Et en fait juste t'as envie de vivre. Pour moi c'est ça que ça traduit, c'est j'ai très très envie de faire ça quoi, tu vois et j'ai vraiment envie que ça se sache et tout. Et c'est marrant parce que c'est des questions que je me pose par rapport à la musique actuellement parce que on monte un groupe là avec des amis de Dijon là où je suis en Bourgogne et avec le didgeridoo au centre avec oud, des violons, batterie et guitare électrique. Ce qui nous motive c'est de faire justement de la musique où il y a quand même un peu de rage de vivre et mais c'est plus la même rage de vivre que quand t'as 20 ans. Parce que quand t'as 40 ans, tu te connais un petit peu plus, il y a des choses quand même qui se sont apaisées. Donc t'as plus forcément aussi ce tourment intérieur qui te pousse aussi à faire des trucs. J'ai écouté un groupe, comment ça s'appelle ? J'ai honte. Maneskin, c'est un groupe italien qui a complètement cartonné. Ils ont 20 ans. Je suis allé voir, ils ont 20 ans. 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Ils cartonnent complètement. On aime ou on n'aime pas leur musique, mais en tout cas, tu sens qui sont là, on a 20 ans et on a la rage et putain, on va vous montrer ce qu'on vaut. Et ça, en fait, moi, je l'ai plus. Et je me disais, t'as 40 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je me disais, mais non, en fait, j'ai plus cet élan de dire, je vais vous montrer ce que je vaux. Et je trouve ça intéressant de voir comme cet élan de vie, il s'exprime différemment, quoi. Mm-mm. Et que il peut s'exprimer encore avec ce truc de cet élan de vie, mais peut-être plus apaisé, peut-être... Plus de sagesse, en fait. J'ai l'impression, sagesse. il y a vraiment un truc comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait en vieillissant, de me rendre compte qu'en fait, c'est de la sagesse, ça se transforme. Il y a toujours autant de puissance, autant de... Tu vois, je sais pas, un truc qui brûle à l'intérieur, un feu. Tu vois, moi, en tout cas, dans mon activité, il y a toujours quelque chose de très puissant. Mais qui s'assagit en fait avec le temps et qui change quoi, qui évolue. Oui, Je pense que c'est l'évolution aussi logique. Pour moi, c'est plus pour le prendre l'image du feu, c'est marrant parce que ça j'en parlais il y a pas si longtemps, c'est plus un feu qui brûle comme quand t'es ado, 20 ans, tout ça où quand même on passe, je pense quand même pour la plupart où on est tous passés par des phases un peu difficiles où tu vois, c'est un peu les épreuves de la vie, mais que là je trouve que c'est plus un feu qui réchauffe, tu vois, c'est beaucoup plus doux. C'est ça, c'est mais il y a encore du feu, mais ça brûle plus. Non. Ça brûle plus et donc c'est génial. Je trouve que c'est l'avantage de vieillir. On parle tout le temps de vieillir. Tu dis, attends, c'est génial. Moi, je suis trop fan de vieillir. C'est déjà une chance, quoi. Je me rends compte à quel point, en fait, je m'aime de plus en plus, en fait, dans qui je suis, parce que j'ai l'impression que je me connais de plus en plus. Donc, en fait, là où quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression de savoir qui j'étais, mais alors aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, je me dis, putain, quand j'en aurai 50, ça va être génial, parce que j'en saurai encore plus de moi-même, quoi. Et moi, j'aimerais bien atteindre 80, 85 ans, et qu'on refasse l'interview, et puis qu'on soit là, oui, c'est chouette de vieillir. et c'est vrai que malgré le corps que tu vois, malgré, voilà, il y a... Mais qu'est-ce qu'est l'apprentissage, hein, la vie, c'est trop beau, quoi. Mais je trouverais ça hyper beau de réussir à le dire encore à 80, quoi, tu vois, quand vraiment quand t'as le corps qui galère et tout ça, je trouverais ça hyper beau. Moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits vieux qui inspirent. Vas-y, rendez-vous dans 40 ans, Gogo. Voilà. Fais ça. Avec grand plaisir. Franchement, ça fait un moment, donc je pense qu'on va... En fait, j'ai pas du tout suivi les questions, mais il y en a quand même 2-3, juste en mode, on se les fait questions flash, ça m'intéresse. Quand t'as démarré,
pour les gens peut-être qui démarraient une activité un peu atypique et qui, parce que quand tu démarres une activité dans des trucs chelous comme ce qu'on a fait nous, tu as des doutes quand même. Est-ce que ton entourage était en mode soutien ou plutôt à se foutre de ta gueule? Ah non, mon entourage, c'était soutien, mais pas. Alors, tu dis démarrer vraiment Wacademy, tout ça? Ouais, quand tu t'es dit, en fait, je vais vivre du didgeridoo. Alors, vivre du didgeridoo, je l'ai dit 3 mois après avoir commencé à jouer. J'ai dit, je vivrais du didgeridoo. J'avais pas fait d'études, quoi. Tu vois, j'avais tout arrêté. Je livrais des pizzas. Je disais, j'ai que ça. Bah, je vais vivre du didgeridoo. Alors là, à ce moment-là, on s'est un peu foutu de ta gueule ou pas? et on me disait, par exemple, mes parents, mon père, ma belle-mère, ma mère, tout ça. C'est bien, mon chéri. Oui, c'est bien, bah continue. Mais tu vois, tu sentais il y a un temps pour tout, c'est bien. Bah, crois-y pour le moment, mais on verra plus tard. Mais c'était quand même en mode soutien, ils t'ont pas Non, c'est vrai que j'ai toujours eu du soutien. Ouais, ça, c'est une chance quand même, hein. C'est vraiment une sacrée chance. Ah, c'est top. Bah, moi, c'était un peu pareil, c'était pas trop dit, mais on s'est quand même foutu un peu de ma gueule ouvertement quand j'ai fait ma chaîne YouTube, genre. Oui. Mais bon, ça va, après, en fait, ils ont vite compris que j'allais... Voilà, que c'était vraiment quelque chose de sérieux, quoi. C'était pas pas juste pour rigoler, quoi. Est-ce que, donc, le fait... Non, mais ça, en fait, c'est finalement... J'allais dire, est-ce qu'entreprendre dans un domaine atypique comme celui-là, ça a pu te faire peur ou te freiner? Mais apparemment non, puisqu'au bout de 3 mois, tu disais, je vais en vivre, donc je vois le personnage. Bah ouais, j'avais pas le choix, en fait. C'est ce qui me rendait heureux, quoi. Donc, c'était soit ça, soit j'étais malheureux. J'ai plutôt choisi d'être content. Putain, mais moi, ça m'a fait tellement le même truc avec le macramé. J'étais là, mais en fait, j'ai pas le choix, je vais faire que ça parce que c'est une chance quand même. Hein, C'est une chance, c'est une putain de chance d'avoir eu cette certitude, tu vois, de pas avoir douté de ça, quoi. Bon, après, moi, j'ai eu des phases quand même de doute et tout, mais ça fait partie de la vie. Oui, bien sûr, ouais. Et tu veux nous partager 2-3 de tes valeurs, soit de tes valeurs perso ou de tes valeurs de ton entreprise, si c'est les mêmes. Alors, on en avait déjà discuté des valeurs et c'est encore un concept qui me paraît hyper flou. Alors, mais je me suis rendu compte qu'il y avait, je sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais il y a quelque chose qui me paraît hyper important, c'est honnêteté, sincérité, tu vois. Authenticité, voilà, tout ça. Ça me paraît hyper important. Et je crois que c'est ce qui me porte le plus. C'est de me dire, ok, ce que je disais, quoi, je suis moi-même et tout. Et je me rends compte que c'est peut-être le seul point où je peux avoir du mal avec certaines personnes dans la vie de tous les jours, où c'est quand je sens pas quand je sens que ça joue un peu un jeu. On joue tous un rôle, évidemment, quoi, plus ou moins. Mais quand même, quand je sens qu'il n'y a pas cet élan-là, et ça me paraît vraiment très important. Et c'est ce que je crois que j'essaie de mettre au cœur de Wacademy en étant au maximum moi-même. C'est ce qu'on me dit quand même régulièrement. Oui, donc c'est un truc et je peux pas être différent. Ouais, voilà, c'est ça. Parfois, ça peut me jouer des tours, même tellement je suis un peu transparent. Mais... Et est-ce que tu préfères enseigner ou créer? Waouh. C'est des petites questions flash un peu, mais j'aime bien. Question 30 secondes pour chrono. Pendant un temps, ces 2 phases tellement différentes. J'aime bien enseigner parce qu'en fait, mais là je commence à avoir fait un peu le tour. Pendant un temps, j'adorais parce que les joueurs et joueuses arrivaient en stage, ils jouaient et j'étais là, ouais, bah, on fait ça, tiens, t'es plus là. Tout. Et j'aimais bien ce côté-là, boum, je décrypte tout et tout. Et tu vois, je vois derrière les mécanismes, j'arrive à comprendre tout ce qui se passe. Et j'avoue, je trouvais ça rigolo, quoi. Je trouvais ça marrant, ça. Et là, je commence à avoir fait un peu le tour. Et donc l'enseignement, j'aime bien encore, mais je sens que je commence à avoir fait un peu le tour. Tu rentres plus dans une phase de création. Là, en plus, avec les projets qui s'en viennent, tu vas avoir beaucoup de boulot. Et puis le didgeridoo, c'est un instrument, là je réponds assez rapidement, mais c'est un instrument qui est vieux, parce que ça vient des aborigènes d'Australie, et ça a plusieurs milliers d'années et tout, mais eux, ils le jouent de manière traditionnelle, c'est pas le style que je joue. Le style qu'on joue en Europe et en Occident, la plupart du temps, c'est contemporain, et contemporain, c'est tout nouveau. Et donc, moi, j'ai passé ces 20 dernières années à chercher et à comprendre les techniques du didgeridoo. Je suis pas le seul, mais j'ai quand même beaucoup cherché. Et maintenant seulement, je peux commencer à créer avec le didgeridoo de la musique, d'où l'album et tout ça, quoi. C'est que là, je sens que maintenant, j'ai suffisamment de compréhension pour pouvoir faire de la musique. Et ça, j'avoue que je suis impatient d'avoir ma pièce de musique en bas chez moi pour continuer à faire des morceaux et à composer. Moi, je l'ai vu en travaux, ça a dû bien avancer. Ouais, ça a avancé quand même. J'ai quand même passé quelques heures. Trop bien, génial. Voilà. Bon, en fait, on avait dit, on fait un podcast d'une demi-heure, ça fait 50 minutes. Bonsoir. Bonsoir.
Je pense qu'on va s'arrêter là, même si j'avais envie d'aborder plein d'autres sujets, mais on fera peut-être un épisode 2. Une prochaine fois où tu passes me voir à la maison. Merci pour tes questions, parce que j'ai déjà eu quelques interviews et tes questions, elles changent, c'est bien, elles amènent sur un autre domaine de réflexion. Ah, trop bien. Donc ouais, c'est chouette. Cool. Ouais. Et il y a un petit... comment les gens, s'ils ont envie de voir ce que tu fais, ils vont sur quoi? Ils tapent Wacademy, Gauthier Aubé, O-A-U-B-E. A-U-B-E. A-U-B-E. Ouais, A-U-B-E. Pardon. Ouais, enfin, t'inquiète. Voilà, bref, Gauthier Aubé. Ouais, c'est ça, Gauthier Aubé ou Wacademy. Wacademy, c'est W-A-K-A-D-E-M. Bon, de toute façon, je mettrai les liens, un peu tes trucs sur en dessous. Et puis après, c'est Gauthier Aubé sur les plateformes de streaming pour écouter l'album et tout ça, quoi. Si jamais ça aura donné envie à des gens de te tester au didgeridoo. Ouais. Même s'ils mettent Gauthier didgeridoo, ils trouveront, quoi. Mais oui, allez voir. Mais ouais, carrément. En tout cas, plaisir, c'était trop bien. J'adore ces conversations parce que chaque fois qu'on me parle tous les deux, c'est animé, c'est vivant. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi, Stella. Donc, c'est cool aussi de partager à d'autres gens, vu que je lance ce podcast pour aussi partager mes différentes passions et tout ce qui est l'entrepreneuriat et entreprendre de manière atypique. Pour moi, c'est un sujet qui me... Mais oui, bravo pour ton podcast, là, quoi. Je suis curieux d'entendre. Écoute, pour l'instant, c'est pas très structuré, tout ça, mais ça... Voilà, j'y vais un peu au feeling, en mode, on va mettre de ça, puis en fonction des retours des gens, j'agrémente. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais comme à chaque fois que je lance un projet, tu sais, moi je suis pas dans un haut niveau d'exigence au démarrage, et après ça se précise, et c'est en faisant que je viens peaufiner, ajuster. C'est chouette parce que t'ouvres un peu je veux dire, tu montres une autre facette des interecta et tout ça. Je trouve ça chouette. Et je me suis posé la question avec le didgeridoo, comment je pouvais ouvrir à plus large et pas juste faire des vidéos qui parlent que didgeridoo. C'est ça. En essayant d'élargir la thématique, mais j'ai bien du mal. Donc, Ouais, petit à petit, moi, ça fait un moment que je sais que, en tout cas, les sujets du développement personnel, de ce que je disais, la connaissance de soi et l'entrepreneuriat, c'est des sujets qui m'animent autant que ce que je fais avec le macramé et le développement de la femme et tout ça. Donc voilà, je me dis les podcasts, c'est un espace où je peux déposer tout ça, et puis comme ça après ça s'affine aussi. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais en faire, je vais me dire c'est plus vers là que je vais orienter ou plus vers là. En tout cas, merci pour tout, et puis bon retour auprès de tes femmes. Oui, merci. On fait l'épisode 2 quand on aura 80 ans. Ouais, allez, dans 40 ans. Super. Merci Gauthier, merci, à bientôt. Stella. Ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui dans le podcast Au fil de la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions ou idées pour les futurs sujets. J'adore construire ce podcast avec vous en fonction de vos envies et de ce qui vous passionne aussi. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez avec vos potes, vos familles si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode de Au fil de la vie. Restez connectés et soyez créatifs surtout. Ciao!